Solo Leveling, Kaiju 8, Dandadan ou encore Glouton et Dragon, il est clair que la Japanimation nous réserve énormément de pépites pour l'année 2024. Et encore, tout ça c'est sans compter les nombreuses suites de séries très populaires qui viendront également enrichir le catalogue de cette année. C'est pourquoi, 2 ans après ma dernière vidéo de présentation d'anime, j'ai décidé de remettre le couvert pour vous présenter 4 œuvres incroyables. J'en ai sélectionné 2 déjà sorties et 2 à venir, en veillant à pas forcément vous parler des titres les plus populaires, afin que vous puissiez découvrir des animés que vous ne connaissez peut-être pas. Bref, ne perdons pas plus de temps, voici les 4 animés à voir absolument en 2024. Mais avant d'enchaîner avec la prochaine partie, je vais vous demander de vous détendre, de rester zen et de m'accorder quelques instants pour vous parler de Zenless Zone Zero. Après Genshin Impact, Honkai Impact et Star Rail, Hoyoverse est de retour pour un nouveau jeu dans un monde urbain fantastique et unique. Dans un futur proche marqué par un désastre mystérieux nommé les Néantres, la ville de Nouvelle-Eridu, dernier bastion de civilisation, a développé des technologies pour coexister avec ces anomalies. Ainsi vous incarnerez un proxy dont le rôle est de guider les perdus à travers ces zones sinistrées, tout en menant une double vie comme propriétaire d'un vidéoclub. Le jeu vous propose différentes missions et modes de jeu. Vous pouvez vous contenter d'explorer la ville de Nouvelle-Eridu, de participer à des mini-jeux ou encore de suivre les quêtes principales et secondaires parmi tant d'autres activités. Cependant, le cœur du gameplay repose sur les combats. Vous allez devoir construire différentes équipes en personnalisant chaque personnage pour développer des compétences spéciales. Avec, vous allez affronter des boss plus puissants les uns que les autres, le tout avec une mécanique de roguelike. Et bien évidemment, on est sur un jeu d'Hoyoverse, donc vous retrouverez de nombreux personnages, tous différents et uniques les uns des autres, chacun bénéficiant d'un lore développé. Ainsi, Zenless Zone Zero vient tout juste de sortir le 4 juillet dernier, si bien que vous pouvez vous inscrire directement via le lien en description. Le jeu est disponible sur PC, console et mobile, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas y jouer. Pour ce, revenons-en à nos moutons. Windbreaker. En 2021, Tokyo Revengers a eu le mérite de remettre en lumière un genre trop souvent oublié, celui du Furio, grâce à son adaptation en animé. Bien que l'euphorie ait quelque peu laissé place à la déception, c'est pas très grave, puisqu'une nouvelle série du même genre a fait ses débuts en avril dernier, et moins qu'on puisse dire, c'est que cette dernière est très prometteuse. Dans Windbreaker, on fait la connaissance du jeune Haruka Sakura. À cause de son physique atypique, il a toujours été rejeté par la société. Considéré comme un délinquant par ceux qu'il croise, il a fini par s'enfermer dans ce rôle. C'est ainsi qu'à son arrivée au lycée, il décide de rejoindre Furin, école connue non seulement pour son faible taux de réussite scolaire, mais surtout pour abriter les lycéens les plus forts et les plus dangereux du pays. Et ça, c'est clairement le paradis pour Haruka. Pour lui, hors de question de chercher à s'intégrer ou à se faire des amis, son seul souhait est de se battre. Il débarque donc dans sa nouvelle école, déterminé à asseoir sa domination sur ses camarades et à devenir le plus fort de l'établissement. Alors, son attitude froide et distante, combinée à ses compétences en combat, lui vaut rapidement le respect et la crainte de ses pairs. Cependant, Haruka découvre rapidement que Furin n'est pas l'école qu'il imaginait. Les élèves y sont principalement engagés dans le bien-être de leur quartier, protégeant les habitants et les commerces, chassant les bandes rivales et patrouillant dans les rues pour assurer la paix. Cette bienveillance a valu aux élèves de Furin d'être appréciés et même idolâtrés par les habitants, qui les ont surnommés les Windbreakers. Pour Haruka, c'est une surprise totale. Lui qui a toujours été rejeté se retrouve soudainement acclamé et choyé par de nombreux inconnus. Mais malgré tout ça, Haruka garde son objectif en tête, s'asseoir au sommet de sa nouvelle école. Pour y parvenir, il se rapproche de différents élèves dont certains haut placés dans la hiérarchie et se retrouve impliqué dans de nombreuses batailles pour protéger la ville. Et comme je le disais, il tarde pas à se faire remarquer, car ses compétences exceptionnelles en combat et sa détermination à vaincre font de lui un atout précieux pour l'école. Bon, bien sûr, étant donné qu'on est dans un Furio, la première chose qu'on attend, ce sont des affrontements épiques entre lycéens. Et sur ce point, croyez-moi, on est servi. En effet, les scènes de combat dans Windbreaker sont particulièrement impressionnantes. L'animation met en valeur les séquences de bagarres intenses et bien chorégraphiées, ce qui nous immerge totalement dans l'animé. Et en plus d'être visuellement époustouflants, ces combats sont également bien intégrés à l'intrigue, ajoutant une profondeur dramatique à l'histoire. Un autre aspect qui m'a beaucoup plu est le développement poussé des personnages. Haruka, qui semble au premier abord être une brute ne cherchant que la bagarre, dévoile rapidement une autre facette de sa personnalité. Derrière cette brutalité se cache un jeune homme ayant beaucoup souffert du regard des autres, au point de développer une véritable phobie sociale. Ainsi, au fil de l'histoire, le voir interagir avec d'autres personnages, notamment avec les élèves de son école, lui permet de s'ouvrir un peu plus au monde. Ces interactions ajoutent une richesse narrative, révélant les histoires personnelles et les conflits internes de chacun. Bref, Windbreaker, c'est un mélange parfaitement dosé d'action, de drame et de slice of life, tout agrémenté d'une légère pointe d'humour qui rend la série tout simplement
vraiment génial. Clairement, c'est un de mes gros coups de cœur de ce début d'année, et même si je sais que l'anime a quand même une certaine popularité, au cas où, ne passez pas à côté. Isekai Shikaku. Bon, comme chaque année, la Japanimation nous inonde d'isekai en tout genre. Et forcément, au vu du nombre colossal d'œuvres similaires, les auteurs doivent faire preuve de créativité pour se démarquer. Alors ça peut parfois donner des résultats assez étranges, comme réincarner en source chaude, en chien, en distributeur automatique, ou même en vagin, mais dans le meilleur des cas, ça donne des œuvres comme Isekai Shikaku. On suit les péripéties d'Osamu Dazai, un écrivain mélancolique des années 40, qui, après une tentative de suicide avec son amante, se retrouve transporté dans un monde fantastique. À première vue, ça ressemble clairement à un isekai classique, un protagoniste réincarné qui devient le héros d'un nouveau monde, la présence d'un roi démon ou encore la formation d'un harem autour du protagoniste. Mais ce qui distingue ici cette histoire, c'est le personnage d'Osamu. Contrairement à d'autres, il cherche ni à obtenir des pouvoirs incroyables, ni à vivre des aventures héroïques. Pour lui, ce nouveau monde n'est qu'un obstacle de plus à son désir de mourir. En effet, plutôt que de chercher à devenir un grand héros ou un puissant mage, Osamu ne souhaite qu'une chose, trouver un endroit pour mettre fin à ses jours. Et clairement, ça fait plaisir de pouvoir s'identifier autant à un personnage animé. Malheureusement pour lui, chaque tentative est contrecarrée de manière absurde et humoristique, le plongeant dans des situations de plus en plus farfelues. Ce contraste entre son objectif sombre et les aventures légères et parfois ridicules qu'il vit crée une dynamique unique et captivante. Et c'est là que réside tout le charme d'Isekai Shikaku. Cependant, si au début c'est plutôt amusant, vient un moment où on se demande où cette histoire va nous mener. Parce que c'est difficile de construire une aventure entière simplement autour de la répétition du même gag. Heureusement, l'histoire se complexifie assez rapidement et introduit de nouveaux enjeux pour nos héros, tout en dévoilant un aspect beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Alors je vais éviter de vous spoiler le tournant que prend l'histoire parce que je trouve le twist plutôt cool, mais c'est quand même important d'en avoir conscience pour comprendre que Isekai Shikaku n'est pas juste là pour faire rire. Le manga aborde également des thèmes profonds comme la dépression et la quête de sens, tout en offrant une critique satirique des tropes du genre Isekai, à l'image du saint camion qui percute des gens pour les transporter dans un autre monde. De plus, Osamu n'est pas le seul personnage sur lequel le manga s'attarde. Comme je l'ai laissé entendre plus tôt, il s'entoure rapidement de compagnons pour accomplir sa quête. Ces personnages, bien que souvent stéréotypés, ajoutent une dimension humoristique et émotionnelle supplémentaire à l'histoire. Leur interaction avec Osamu dévoile des facettes plus complexes de sa personnalité, le rendant plus attachant, malgré son désir constant de mourir. L'anime, quant à lui, devrait sortir d'ici juillet si je me trompe pas, et bien que je sois pas particulièrement fan des isekai, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le manga, donc gardez-le dans un coin de la tête parce que vous risquez de l'adorer. Jellyfish Can Swim in the Night. À l'occasion de leur 50e anniversaire, le studio Dogokobo a décidé de produire un animé inédit qui a débuté en avril de cette année. Et lorsque l'on connaît le genre d'œuvre que réalise ce studio, on sait déjà à quoi s'attendre avec Jellyfish Can Swim in the Night. En gros, du moe avec une légère touche de Yuri. Maero Kozuki, une jeune fille d'apparence tout à fait banale, était autrefois passionnée d'art et de dessin. Mais après avoir peint une représentation sublime d'une méduse sur un mur lorsqu'elle était enfant, ses amis de l'époque s'en sont moqués, ce qui l'a poussée à abandonner totalement son rêve artistique. Des années plus tard, elle mène une vie routinière et sans inspiration jusqu'à ce qu'elle rencontre Kano Yamanouchi. Kano, à l'opposé de Maero, est une ancienne idole populaire qui a dû quitter son groupe après un scandale. Toutes les deux sont donc vraiment différentes, mais pourtant un lien étrange les unit. Depuis son enfance, Kano est fascinée par la fresque de Maero. Et lorsqu'elle découvre enfin l'auteur de ce dessin qui l'a tant marqué, pour elle, c'est clairement une révélation. En effet, voyant en sa nouvelle amie une artiste au talent exceptionnel, elle va lui proposer un projet fou. Former ensemble un groupe de musique nommé Jelly. Maero accepte et rapidement elles sont rejointes par deux autres jeunes filles de leur âge pour former un quatuor d'exception. On a donc Kano la chanteuse, Mei la compositrice, Kiwi une VTubeuse spécialisée en animation et enfin Maero désormais appelée Yoru qui s'occupe de toute l'identité visuelle du groupe. Ainsi pendant plusieurs épisodes on plonge dans leur quotidien et on assiste à leur travail acharné pour donner naissance à leurs rêves, tout en affrontant leurs propres démons intérieurs et les critiques de la société. Alors, bien évidemment, l'anime se concentre principalement sur Yoru et Kano.
Cette dernière doit faire face aux stigmates de son passé d'idole déchu et à la pression de se réinventer totalement. Quant à Yoru, ses propres insécurités la hantent. N'ayant pas dessiné depuis des années, elle craint que son art ne soit pas à la hauteur de Jelly. En bref, vous l'aurez compris, Jellyfish Can Swim in the Night est un slice of life classique. On voit le groupe d'amis vivre diverses aventures et tenter de surmonter les obstacles sur leur chemin. Les thèmes de la créativité, de la résilience et de l'amitié y sont omniprésents, en rendant chaque épisode à la fois touchant et inspirant, puisque en tant que spectateur, on est témoin des luttes internes et des triomphes personnels de chaque personnage. Clairement, c'est un animé qui met du baume au cœur. Que vous soyez un amateur d'art, un fan de récits introspectifs ou simplement à la recherche d'une belle histoire sur l'amitié et la redécouverte de soi, cet animé saura vous captiver. Quality Assurance in Another World. Et ouais, encore un isekai, décidément, 2024 nous réserve bien des surprises. Mais l'animé dont je vais vous parler réussit lui aussi à se réinventer pour nous offrir une œuvre inédite avec des codes revisités. La série nous plonge dans un monde fantastique où l'innovation et l'originalité sont au rendez-vous, loin des clichés habituels du genre. Quality Assurance in Another World suit les aventures de Nicola, une villageoise ordinaire, et Aga, un érudit appartenant à une élite connue sous le nom de King's Seekers. Officiellement, ces derniers sont envoyés par le roi pour résoudre divers problèmes dans leur monde. Mais en réalité, ce monde est un jeu en cours de développement, et les King's Seekers sont des personnes envoyées à l'intérieur pour y corriger les bugs. Alors au début, tout se déroulait bien, mais du jour au lendemain, les débuggers se sont retrouvés bloqués dans le jeu sans pouvoir se déconnecter. Ainsi, lorsque l'histoire débute, ça fait plus d'1 an déjà qu'ils sont prisonniers de cet univers. Malgré tout, Aga continue de prendre sa tâche à cœur et chasse les bugs dans l'espoir de pouvoir enfin s'échapper un jour. C'est donc dans ce contexte qu'il fait la rencontre de Nicola, une PNJ d'un petit village qui fait partie d'une quête où les habitants sont attaqués par des dragons et doivent être secourus par des joueurs. D'ailleurs, au passage, ça c'est un dragon, mais ça je suis désolé, c'est juste une énorme tub. Bref, bien qu'elle ne soit pas humaine, Aga se lie d'amitié avec Nicola, et tous deux se lancent alors dans une quête épique pour corriger les anomalies de ce monde. Et très vite, nos deux amis découvrent que Aga n'est pas le seul débugger coincé dans le jeu, et que certains de ses collègues ne sont pas aussi bienveillants que lui. Bon, je vous parlais d'un isekai qui parvient à s'éloigner des codes du genre, et c'est exactement ce que fait cette série. Là où on voit généralement un univers qui fonctionne parfaitement, même lorsqu'il s'agit d'un jeu vidéo, ici, c'est tout l'inverse. Wallach, bugs de texture, animation manquante, glitch ou encore lag sont le quotidien d'Aga et de Nicola. Chaque épisode peut introduire un nouveau bug ou une nouvelle anomalie à corriger, créant ainsi un univers en constante évolution. Cette structure narrative flexible, elle permet une grande diversité d'intrigues et de situations, allant de quêtes comiques à des aventures plus sérieuses et réellement dramatiques. Mais le plus intéressant, c'est que si certains bugs peuvent être de simples obstacles à surmonter, d'autres, à l'inverse, deviennent des éléments clés de l'histoire. Alors, cependant, je vous le dis, ne vous attendez pas à des combats épiques entre nos héros et des créatures surpuissantes. Plutôt à des moments d'ingéniosité pure qui leur permettent de se sortir de situations périlleuses et le plus souvent avec une petite pointe d'humour. Sinon, l'anime n'est pas encore sorti, mais vous pouvez d'ores et déjà suivre leur aventure grâce au manga. C'est une œuvre légère, drôle et captivante, et croyez-moi, j'ai vraiment hâte que les premiers épisodes soient enfin publiés. En tout cas, voici les 4 animés que j'ai retenus pour cette année. Alors bien évidemment, il existe encore plein d'œuvres excellentes en 2024, dont notamment celles que j'ai évoquées en intro, mais on est déjà sur un bon début. N'hésitez pas d'ailleurs à vous-même me partager en commentaire vos animés préférés de l'année, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.